Donc je m'appelle Richard Ferrand, je suis né le 1er juillet 1962, donc je suis né au siècle dernier, contrairement à vous. J'ai 3 enfants de 25, 13 et 8 ans. Je suis député socialiste du Finistère, secrétaire général d'En Marche. Voilà ce que je peux vous dire de ma situation à ce jour. Au fond, si je me suis associé à la démarche d'Emmanuel Macron dès qu'il l'a lancée, c'est parce que, comme lui, j'ai la conviction que c'est le rassemblement des progressistes, quelle que soit leur origine politique première, qui est aujourd'hui nécessaire, par-delà les clivages traditionnels. Et par ailleurs, j'approuve aussi sa volonté de profond renouvellement de la vie politique, renouvellement des pratiques, des usages, des règles de morale, mais aussi renouvellement des visages, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui doivent s'investir dans la vie politique sans nécessairement en faire un métier ou une carrière, avec l'idée qu'au fond, on doit pouvoir s'engager pour quelques années en politique, ensuite reprendre son métier ou en chercher un, mais que ce ne soit pas un système de carrière durable, et qu'il y ait une variation, une évolution fréquente des représentants de la nation qui siègent à l'Assemblée nationale ou qui ont des responsabilités dans le gouvernement. Aujourd'hui, on constate un désintérêt croissant de la politique chez les jeunes. Certains n'y croient plus, certains ne se reconnaissent presque plus. Et presque la moitié des jeunes ne comptent pas voter le 23 avril. Comment remettre en marche un espoir de changement politique dans une jeunesse qui se sent trahie? Vous savez, moi je me suis intéressé à la politique parce qu'un de mes professeurs, quand j'étais au collège, citait un auteur latin, je ne me souviens plus lequel, qui disait « Intéresse-toi à la politique parce que de toute façon la politique s'occupe de toi ». Donc, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est ça. Le but, c'est pas d'attendre une foi, d'avoir une espérance qui viendrait d'en haut et qui sortirait de la bouche d'un prêcheur. Dire « on n'a plus d'espoir ». Vous savez, l'espoir est quelque chose qui se construit. C'est pas comme ça une aspiration qui ferait qu'on serait aspiré par je ne sais quoi. Il ne faut pas avoir de croyances messianiques ou mystiques de cet ordre-là. L'espérance, ça se construit. Et l'espérance est un risque à courir aussi, parce qu'on peut être parfois déçu. Mais sans espoir, on ne peut pas vivre non plus. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes d'une manière générale, c'est qu'il ne faut pas être déçu de la politique. On a toujours les hommes politiques qu'on mérite. Autrement dit, quand le pays, si tout le monde ne joue que pour soi, n'a pas d'idéal collectif, ne porte plus de valeur, on a des hommes politiques qui sont pareils que ça, qui ne jouent que pour eux, qui ne portent plus de valeur, qui ne portent plus d'espérance. Donc c'est quoi des hommes ou des femmes politiques? C'est des gens comme vous et moi, qui un beau jour décident de s'y intéresser. Ce n'est rien d'autre que cela. Ensuite, je ne veux pas faire le père la morale, mais enfin, prenez un globe terrestre et regardez combien de pays vivent dans un état démocratique. Alors, il me semble que quand on songe au nombre de pays où il y a des millions d'habitants qui rêveraient de faire de la politique en liberté, quand on a la chance d'avoir la liberté, il faut faire de la politique. Il faut s'engager à hauteur de ce qu'on peut, selon le temps disponible que l'on a. Donc c'est maintenant ou jamais? C'est maintenant ou toujours. Il faut s'engager en politique. Mais s'engager en politique, c'est pas être dans un parti pour ceci, pour cela. Ça peut être dans une association d'intérêt général, ça peut être dans une association de parents d'élèves. Quand on est parent d'élèves, c'est s'intéresser à ce que font des ONG. Et ensuite, si on juge qu'il est utile d'aller dans un mouvement politique, à ce moment-là, on le fait. Mais il faut s'occuper des choses de la cité. Votre parti politique est l'un des plus récents dans cette campagne présidentielle. N'est-il pas trop tôt pour réussir
à rassembler tous les Français? Ça, c'est une question de vieux. La valeur n'attend pas le nombre des années. Il aurait fallu interdire à Mozart de faire de la musique parce que dès sa tendre enfance, il était surdoué. Il aurait fallu interdire à Rimbaud de faire de la poésie. Pas du tout. Lorsque un mouvement se constitue, qu'il prend en compte des choses qui ne sont plus prises en compte, qu'il porte des idées, il est incarné par ailleurs à sa tête par un candidat comme Emmanuel Macron, qui se met en situation de relever les défis de l'époque et de porter les enjeux d'avenir pour notre pays, qui se propose de tirer notre pays d'une sorte de délectation morose, une sorte de déprime plus ou moins subie ou consentie. Et quand on se dit qu'on a la capacité collective de porter justement une espérance nouvelle, peu importe l'âge. Le temps ne compte pas. Le temps ne compte pas. Le temps, vous savez, le temps ne compte que quand on le compte. Pardonnez cette banalité, cette raffarinade quasiment, mais enfin, vous savez, moi j'ai eu un sujet au bac, c'était la conscience du temps est-elle séparable de la conscience de la mort? Vous savez, c'est ces sujets incroyables qu'on nous donne en philo au bac. Ça me rajeunit de penser à ça. Mais le temps n'est pas en soi un vecteur positif ou négatif. Songez que la plupart des hommes ou des femmes politiques qui ont planté notre pays avaient plus de 30 ans d'expérience. Donc vous voyez, le temps ne fait rien à l'affaire. Certains proposent de réformer la Ve République, de rentrer dans une nouvelle ère, de révolutionner la Constitution. Pour vous, selon vous, la politique au XXIe siècle, dans notre société actuelle, comment ça marche? Vous savez, ça c'est un sujet qui peut être tout à fait discuté. Mais pour ma part, il me semble que les urgences de notre pays, c'est une différence radicale que j'ai avec Jean-Luc Mélenchon et que notre candidat a avec Jean-Luc Mélenchon. C'est que l'urgence n'est pas de plonger le pays dans une sorte d'incertitude constitutionnelle pour dire au fond on va changer les règles du jeu, le fonctionnement du Parlement, du gouvernement, etc. Avec une constituante qui siégerait pendant des mois et des mois, dont une partie serait tirée au sort, enfin quelque chose d'un peu baroque. Moi, il me semble que les enjeux prioritaires ne sont pas là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'interroger sur comment faire plus de démocratie, faire fonctionner différemment, plus rapidement, avec une meilleure réactivité, avec des processus de concertation qui soient sans doute plus aboutis qu'ils ne le sont aujourd'hui, avec une meilleure écoute des concitoyennes et des concitoyens. Bref, il y a toute une série de choses à rénover. Ça, j'en ai la conviction. Mais dans la situation économique et sociale qui est la nôtre, le chantier institutionnel ne me paraît pas prioritaire et ne paraît pas prioritaire à notre candidat, sauf sur un point, qui est la moralisation de la vie publique, puisqu'Emmanuel Macron a indiqué que le premier texte qui serait déposé au Conseil des ministres, s'il était élu président de la République, serait un texte portant sur la moralisation de la vie politique, texte tendant à limiter le nombre de mandats dans le temps, interdisant les emplois familiaux, interdisant les activités de conseil en parallèle d'une activité parlementaire, etc. Et la fiscalisation de l'intégralité des indemnités reçues par les parlementaires. Donc le premier chantier, c'est celui-là. Si déjà on fait cela, si ensuite on réduit le nombre de parlementaires mieux équipés en termes de collaborateurs pour pouvoir travailler mieux et de manière plus approfondie, on aura fait, me semble-t-il, un bout de chemin très profitable. Et justement, ce bout de chemin commence avec les représentants de votre parti ou ceux qui ont affirmé voter pour vous aux élections présidentielles. En effet, Manuel Valls, Alain Minc, Alain Madelin ont affirmé voter pour vous aux élections présidentielles. Monsieur Bayrou vous a rejoint, Robert Hue de même. Est-ce une marche commune ou un défilé d'individualité? Vous savez, François Mitterrand disait on ne trie pas, on ne fait pas le tri dans les urnes. Quand on veut, comme nous, rassembler une majorité de Françaises et de Français autour de notre candidat Emmanuel Macron, on ne va pas se plaindre si des gens qui viennent en effet d'horizons très différents disent
on trouverait bien pour le pays qu'Emmanuel Macron soit élu. On ne va pas s'en plaindre. Mais après, je comprends votre question. Vous me dites, c'est une auberge espagnole, votre affaire. Là. Il y a des gens qui viennent de partout. Comment voulez-vous que ça marche? Je comprends ça. Sauf que nous avons toujours précisé les choses. Soutenir la démarche d'Emmanuel Macron ne signifie pas l'influencer ou l'infléchir. Ça, c'est le premier point. Et pour des parlementaires sortants, soutenir Emmanuel Macron ne signifie pas une garantie d'investiture pour rester en place. Et justement... Donc là-dessus, nous avons été très clairs. Donc si vous voulez, si demain, vous me dites, moi je trouverais bien qu'Emmanuel Macron soit président, je ne connais pas votre manière de penser, je ne connais pas votre histoire politique ou autre, mais ne comptez pas sur moi pour vous le reprocher. Et si des personnes, des gens de votre génération qui viennent d'autres horizons, d'autres sensibilités me disent la même chose, je ne leur reprocherai pas. Chacun peut avoir de bonnes raisons de choisir Emmanuel Macron comme président. Moi, je n'en vois que des bonnes, mais je suis un peu partial. Aujourd'hui, le système de notre Union européenne est remis en cause lorsqu'on entend Brexit, lorsqu'on parle de la montée des courants nationalistes. Quel avenir pensez-vous pour notre génération au sein de l'Europe? Et est-ce que le nouveau rêve est-il encore cette vieille promesse européenne qui semble ne plus marcher? Vous allez vivre des décennies formidables, parce que vous allez vivre dans l'épanouissement de l'Europe, et vous allez participer à des avancées européennes et des évolutions qui vont être extrêmement enrichissantes pour la génération que vous représentez. Ma génération a sans doute commis un certain nombre d'erreurs, notamment de laisser la critique des dysfonctionnements de l'Europe à celles et ceux qui étaient anti-européens. Un peu comme si on s'interdisait, nous, de la critiquer parce qu'on était pro-européens. Quand on aime, il faut critiquer, et pas laisser la critique à ceux qui détestent. Donc, nous avons sans doute manqué de regard critique. Et il nous faut, et Emmanuel Macron le porte, modifier l'approche européenne. Aujourd'hui, voyez-vous, on a sans doute élargi trop vite l'Europe, alors qu'avant de l'élargir, on aurait dû approfondir son fonctionnement. Et justement, vous qui êtes pour un monde ouvert qui faciliterait les échanges, lorsqu'on aborde le sujet du CETA, justement, quel est, n'est-ce pas marcher sur la tête que d'être d'accord avec le CETA, lorsqu'on entend les problèmes, nous savons très bien qu'à Paris, nous connaissons un pic de pollution énorme, nous nous posons la question de l'air que nous respirons plus tard. Est-ce que finalement ce n'est pas mieux de privilégier une agriculture plus propre et plus proche de l'écologie, ou être d'accord avec le CETA? Parce que pensez-vous que le CETA va augmenter la pollution et diminuer la production agricole en France? Les jeunes se posent justement la question de la qualité des sols, de l'air que nous respirons, de ce que nous mangerons, de notre alimentation, qui sera ou pas respectée avec l'environnement. Et justement, vous qui vous montrez dans une position favorable avec cet accord qu'est le CETA? Alors, je comprends votre question, même si je la trouve un peu sinueuse. Mais enfin, je vais essayer d'y répondre en marchant droit. Voyez-vous, moi je viens de Bretagne. La Bretagne est une terre de production agricole intensive. Sur les 21 millions de cochons qui sont élevés en France, il y en a 18 millions en Bretagne. On peut dire qu'il y a une concentration de la production porcine en Bretagne. Et voici quelques années, l'eau était polluée. Il y avait des graves problèmes d'eau qui étaient imputés traditionnellement à l'agriculture trop intensive. Nous nous sommes saisis de ce problème sous la responsabilité de Jean-Yves Le Drian, qui est le président du Conseil régional de Bretagne. Et évidemment, on avait d'un côté les producteurs agricoles qui disaient on va nous empêcher de travailler, etc. Ils craignaient qu'on dise il faut produire moins et donc gagner moins.
et vivre moins bien. Et en face, il y avait beaucoup de militants écologistes qui disaient c'est pas possible que les paysans continuent comme ça. Sauf que nous avons fait ensemble un plan de reconquête de la qualité de l'eau avec les citoyens qui militaient sur le plan écologique et avec les agriculteurs. Et aujourd'hui, au bout de beaucoup d'efforts menés notamment par les agriculteurs, nous avons une qualité de l'eau qui est reconquise en Bretagne. Donc, pour répondre à votre question, il faut chaque fois sur une problématique ne pas avoir forcément une vision malthusienne. Il faut regarder comment on répond au problème qui est posé avec l'ensemble des acteurs. Bon, s'agissant du CETA, moi je ne ferai pas le lien direct entre la pollution, la production agricole et le CETA. Si vous voulez, ça ne se limite pas à ça, etc. Nous, ce que nous avons dit, c'est que sur la base des garanties qui ont été prises, sur la base des garanties qui ont été renégociées, in fine d'ailleurs, sous l'impulsion de la Wallonie. Vous vous souvenez des Wallons qui avaient fait obstacle et qui ont obtenu des annexes au traité. Il nous semble que ce traité, qui va être mis en œuvre progressivement, est acceptable. Ce qui n'était pas le cas de Feu Tafta. Voilà. Enfin, selon vous, pourquoi on devrait se mettre en marche avec vous? Pourquoi les jeunes devraient se mettre en marche avec vous? J'ai trop d'arguments dans la tête pour arriver à les hiérarchiser tous, là. Non, ben, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que j'ai la conviction, et moi j'ai milité au Parti Socialiste, j'ai adhéré au Parti Socialiste le jour de mes 18 ans. J'en ai hélas 54 aujourd'hui. Le Parti Socialiste, à mes yeux, pendant les années 80, était un lieu d'éducation populaire. On allait écouter des savants, des professeurs, des syndicalistes, des gens qui vous instruisaient, qui vous apprenaient à débattre, à confronter les points de vue, etc. Mais j'y allais comme auditeur libre, si vous voulez. Je n'étais pas un militant actif. J'y allais pour m'y instruire. Après, je me suis plus engagé à partir des années 90 pour porter des idées, pour m'investir dans le parti, faire valoir des propositions, etc. Et là aussi, j'ai beaucoup appris, rencontré beaucoup de gens. C'est la confrontation aussi qui permet d'avoir le cerveau bien en éveil. Et j'ai vu comment petit à petit, en exerçant de manière un peu assoupie le pouvoir, en ne se réinterrogeant plus, au fond, comment ce parti, comme d'autres d'ailleurs, finissait par s'affaiblir sur le plan intellectuel, sur le plan de ce qu'ils avaient comme capacité à imaginer, à inventer, à proposer. Et à l'inverse, En Marche, qui est construit comme l'a voulu Emmanuel Macron, sur l'intuition qu'il a portée, sur l'idée de dépassement de clivages désormais anciens, d'être à la fois dans une vision des choses, mais arrimée à des choses très concrètes, très pratico-pratiques. Vous l'avez vu dans la loi Macron, les bus Macron, enfin, tous les éléments de réforme très concrètes qui ont été prises. Eh bien, il me semble que cela correspond justement aux enjeux de notre époque. C'est-à-dire à la fois trouver du sens, trouver une perspective, on a évoqué l'Europe, mais s'attaquer à la résolution concrète de problèmes concrets. Nos concitoyens aujourd'hui en ont assez d'entendre dire des choses générales dans leur écran de télévision et de ne voir rien se produire dans la vraie vie. Donc pour vous, voter Macron, c'est voter concret? Oui, parce que Macron est le porteur d'une forme de pragmatisme radical. Et voyez-vous l'originalité de la démarche, justement, c'est de ne pas avoir un cadre idéologique dans lequel on ferait rentrer la réalité au chausse-pied pour que la réalité soit conforme à l'approche idéologique prépensée, mais c'est au contraire apporter des réponses les plus efficaces et les plus justes possibles, car une réponse qui n'est pas juste n'est pas efficace, avec ou par des mesures qui peuvent parfois être d'inspiration libérale, à droite dit-on, qui peuvent parfois être d'inspiration étatiste, ou dirigiste, ou socialiste, parce que c'est la bonne réponse. Et donc ce qui nous importe, c'est de rassembler des Françaises et des Français qui aient la maturité et la conviction, enfin la maturité intellectuelle, notamment pour les élus, et la conviction qu'il ne faut pas s'embarrasser de l'appellation d'origine contrôlée d'une mesure
Vous savez, l'appellation d'origine contrôlée veut mieux le laisser pour les bons vins, et que l'on parvienne à trouver les solutions qui sont conformes à la résolution d'un problème. Voilà, c'est à la fois une vision pour notre pays, une vision pour l'Europe et un pragmatisme radical. Très bien. Merci, Monsieur Richard Ferrand, d'avoir accordé cette interview au journal Sorbonne. Merci à vous, j'espère surtout vous avoir convaincu.